Nous allons passer à notre deuxième témoignage. C'est notre maman de la team qui nous témoigne. C'est une vraie insistou, une maman très active dans les commentaires, une maman que vous connaissez tous. En tout cas, comme je dis ici, vraiment, on est bien mélangés, on discute avec tout le monde, vraiment. Que Dieu nous fasse grâce de garder notre team respectueuse comme elle est. Alors, elle nous parle de sa vie parce qu'elle veut témoigner Dieu, sa grandeur, sa fidélité et de quoi il est capable. Ah, donc, merci beaucoup, maman, pour ton témoignage. Elle s'appelle Maman Lydia. C'est un nom d'emprunt. Comme vous savez ici, tous les noms sont des noms d'emprunt. Elle nous raconte son expérience avec Dieu. Maman Lydia est une Congolaise de Brazzaville, née, grandie là-bas. Elle nous raconte sa vie. Son histoire ne commence pas avec elle, mais commence avec sa maman. Sa maman, on va l'appeler Mabéa. Mabéa, elle est née à Pointe-Noire, dans une famille normale, avec des grands frères, des petits frères et tout ça, mais famille à problème. Elle m'a dit, un jour, je vais t'amener l'histoire de ma mère. Parce que ça, là, si on parle dans les détails, c'est 3 heures de temps. Donc, ma mère, il faut seulement écrire que maman ne s'entendait pas avec ses frères et sœurs depuis qu'ils étaient petits. Elle dit, tu vois, les gens des familles, on t'a déjà catalogué. Des gens des familles où vous êtes déjà séparés. On a dit dans la famille que, toi, Béa, tu es Songi. L'autre, Timothée, tu es volé. L'autre, les gens des familles comme ça. Vous vous êtes déjà séparés depuis l'enfance, vous vous entendez pas. Donc, ça m'a grandi comme ça, un peu dans son coin. Dans son coin, là, elle est une jeune femme, bon, qui n'a pas poussé dans les études, qui vit seulement là-bas, Pointe-Noire. Elle compte, tout le monde compte qu'un jour, Dieu va lui donner un bon mari ministre. C'est comme ça en Afrique. Donc, un jour, elle sort. Elle est en train de marcher sur la route comme ça. Pam, pam. Il y a une voiture qui s'arrête. Tonton Ferdinand. Tonton Ferdinand, c'est un homme marié. Il est marié à Majetou. Lui et Jetou, ils ont déjà mis au monde 3 enfants. Gabi, Betty et Dani. Lui et Jetou, ils se parlent. Ils ont des problèmes de jeunesse parce que les enfants là sont tout petits. Ils se suivent des petits enfants. 5 ans, 3 ans et bébé. Ça ne va pas à la maison. Ferdinand fait mal à la tête à Jetou. Jetou a quitté le foyer. Elle est rentrée dans sa famille parce qu'elle est fatiguée. Tu joues trop avec moi, je rentre chez nous. Donc, Ferdinand, il sort avec la voiture. Il voit Béa qui est en train de passer sur la route. Il freine. Comme ça n'a pas d'engagement. Oh, bonjour. Oh, moi, comme je suis comme ça, je suis divorcée. Ma femme, elle est impolie. Elle est rentrée chez eux. Patati, patata, moi, je cherche l'amour. Mais j'ai 3 enfants. Elle dit, oh, moi, si je suis là, je n'ai pas d'enfant, je suis jeune, c'est moi comme tu me vois. En tout cas, moi, je t'aime, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Béa est de 1966. OK. Donc, elle le rencontre et il a l'argent. Il lui dit, tu ne peux pas venir chez moi. Le temps que je divorce la petite sorcière là, je vais te prendre la maison. Il prend la maison, il installe Béa. Béa met au monde. C'est en 1996, 1996, 1996 que Béa met au monde. Donc, quand elle est installée, j'ai tout là-bas. Elle entend que, ton mari, là, on le voit, il se promène avec une fille là, comme ça. On dirait que la fille là sort de tel quartier. Ah bon? J'ai tout à rapidité. Elle est rentrée chez elle. La colère est terminée. Elle a entendu déjà que le gars a installé une fille. Donc, quand elle patrouille, elle contrôle, elle vient comprendre que c'est Béa. Aïe, la fille à Béa, elle est enceinte. Donc, Béa met au monde Lydia. Lydia qui nous a appelés. C'est l'enfant de Béa. Elle met au monde Lydia, j'ai tout déjà rentré chez elle. J'ai tout fait les matates, fait des problèmes. Tu vas laisser la fille là, tu vas laisser la fille là. Le papa là, Ferdinand, il est venu dire à Béa, avec son bébé Lydia qu'elle vient de mettre au monde. Oh, comme c'est là, c'est compliqué. Tu vois, j'ai tout, je l'avais mariée. J'ai tout, on se connaît les familles. J'ai tout comme elle est là-bas, elle est la maman de mes enfants. La façon que ça chauffe sur ma tête, c'est mieux on dose d'abord. On laisse d'abord, j'abandonne un peu, je rentre d'abord chez Jetou parce que ça chauffe sur ma tête, je ne peux pas supporter ça. Ah, oui. Pourtant, vous connaissez les hommes africains. Botelangaye, fais-moi un bébé, oh, fais-moi un bébé, oh, tu es trop douce. Tout le monde était étonné. La façon qu'il suivait Béa, la façon qu'il voulait un enfant. Il a dit qu'il tape pause. La pause là, c'était pour toujours. Quand il a tapé pause, c'est pause financière, pause sentimentale,
pose des monnaies, pose des tout. Il a poudré, en un mot. Il est rentré chez sa femme, j'ai tout. Maintenant, j'ai tout détesté Béa parce que Béa a mis au monde. Elle a mis au monde avec son mari. Ça fait la honte. Donc, lui là, si on l'entend même ce mec, il est passé dans les quartiers où habite Béa. C'est la catastrophe. Donc, Béa, elle a déménagé. Elle ne pouvait plus payer le loyer, c'était trop cher. Elle est partie vivre en Bicoque avec son bébé Lydia. Donc, Lydia, avant qu'elle prenne conscience qu'elle est un être humain, avec sa mère, elle avait déjà déménagé 4 fois. Béa ne s'en sort pas parce qu'elle a l'enfant. Le papa, la Ferdinand, il a poudré. Fouille. C'est quand Lydia a commencé à marcher, qu'elle peut tenir Lydia, amener au bureau, donne-moi l'argent pour l'école, qu'il a commencé à donner l'argent en cachette. Donc, elle, Béa, on ne devait même pas savoir qu'elle dit bonjour à Ferdinand. Chez méchant, j'ai tout. Si elle entend ça, elle va me quitter. Donc, Ferdinand, là, lui-même, il ne veut même plus la voir. Il ne veut plus la sentir. Donc, Béa prend sur elle. Elle essaie de se battre comme une fille. Elle dit, ça ne donne pas. Lydia, ici, elle a connu son père au coin de la rue. Donc, Béa n'avait même plus le droit d'aller au bureau. C'est quand il va sortir, il va te dire, va m'attendre au marché de Talangaï sous l'arbre, derrière le poteau là d'électricité là. Je vais passer à un moment. C'est à des endroits comme ça et des endroits différents où ils allaient se mettre debout pointés pendant 2 heures de temps. Puis il va passer, il voit seulement un papa là, il vient à la fenêtre, il la regarde seulement, il parle des choses des grandes personnes, il donne l'enveloppe, il démarre, il part. Donc elle a connu son papa comme ça. Et elle a grandi comme ça. Quand elle a eu les 12 ans, 13 ans, qu'elle connaissait la route, c'est elle-même maintenant qui le cherchait parce que Béa était fatiguée, critiquée, humiliée. Elle n'avait pas l'argent. Elle vend ça, ça ne marche pas. Elle cherche les boulots, ça ne tient pas. Elle cherche les hommes, ça ne donne pas. Donc, Béa a beaucoup souffert, tellement qu'elle a souffert. Elle a commencé à souffrir d'hypertension. Très jeune. Les soucis. Mais par contre, il a toujours payé l'école. Il a toujours donné un peu d'argent pour elle. Pas l'argent qui va permettre à Béa de payer une maison, mais l'argent pour aller à l'école. Pour quand même... Mais par contre, quand il partait là-bas, comme elle savait que c'était son papa, elle aimait... Elle a dit, je ne sais pas si elle aimait, mais elle avait envie d'être son enfant. Ce papa-là, il avait le comportement que quand il vient, oh, normalement, je vois que tu n'as pas les baskets, comme tu m'as dit. J'allais t'acheter, mais tu vois ma fille Betty. Ma fille Betty, ces jours-ci, elle n'a pas les cartables. Ma fille Betty, ces jours-ci, elle n'a pas les habits. Ma fille Betty, donc, sa fille Betty, sa fille Betty, sa fille Betty. Sa fille, il a mis un monde à la maison. Donc, elle connaissait les noms de ses frères et sœurs parce que son papa lui en parlait tout le temps. Quand il parle, oh, tu vois, Gabi, il doit aller à l'école de foot. Maintenant, on a dit les baskets, là, les Jordan, c'est 180 €. Maintenant, on doit acheter les t-shirts de Paris Saint-Germain. Maintenant, le papa te donne les explications de l'argent qu'il doit dépenser pour ses enfants qui sont à la maison. Elle a dit, moi, j'ai grandi avec le sentiment que quand il me donnait l'argent, c'était comme par pitié. Et j'étais reconnaissante. Reconnaissance, c'était comme une faveur qu'il me faisait. C'était comme si, donc, comme si moi je ne méritais pas, je devais venir prendre les miettes. C'est comme si tu es venu me déranger, mais malgré que j'ai les dérangements, je vais quand même t'aider. Elle a dit, j'ai grandi avec ces sentiments-là, mais c'est mon père biologique qui me disait des choses comme ça. Donc, elle grandit comme ça jusqu'à l'âge de 16. Elle a dit, chez nous, on a souffert avec maman dans le sens où, si tu me demandes, je suis un enfant de quel quartier, je vais te dire, je suis un enfant de Pointe-Noire. On a habité dans tous les sous-quartiers de Pointe-Noire. Ce n'est pas les bons quartiers, sous-quartiers, où les taxis vont rester là-bas, loin, vous allez taper les sables. Donc, le coudron est resté loin, la grande rue est restée loin. Vous allez marcher encore 25 minutes. C'est là qu'ils habitaient avec sa maman. Mais elle allait à l'école et elle dit tellement qu'elle avait envie d'être l'enfant de son papa. Peut-être qu'elle avait envie d'être une bonne fille pour qu'un jour, peut-être qu'il l'apprécie. Il lui dise que je t'aime, ou que tu es aussi mon enfant, ou que j'attends quelque chose de bien de toi et tout. Donc, elle a toujours eu une ligne droite. Elle est devenue sérieuse. Elle était seulement sérieuse, elle ne faisait pas des bêtises, elle ne voulait pas les garçons. Tu vois, tu te préserves.
Tu ne sais pas pourquoi tu te préserves. Tu t'éduques, tu te montres, tu te donnes une image, une démarche. Elle dit, moi, je voulais étudier, je voulais, tu vois, j'étais déterminée. Donc, ils grandissent comme ça, ils étaient avec sa maman. Sa maman n'a plus mis au monde. Ils sont restés seulement à deux. Donc, ils évoluent avec sa maman quand elle a, c'est ça, 17 ans. À 17 ans, elle a tenté de piétiner. Elle est partie piétiner un garçon là et tout ça. Elle a piétiné un deuxième garçon. Ça n'a pas marché. Bon, ça l'a pas intéressé. Parce que déjà, à cette époque-là, sa maman était malade. Sa maman était malade, l'hypertension l'a tapé tout le temps. Donc, la maman, elle n'en pouvait plus. Sa maman était malade. Bon, elle piétinait avec des garçons, les petits garçons, elle piétinait pour rien. Ça l'a perturbée. Elle a laissé tomber. Maintenant, ils sont venus déménager dans un sous-quartier comme ça. Elle dit, Kabibi, le terrain était même marécagé. Avec le soleil de l'Afrique, là, de Pointe-Noire, le terrain là, était marécagé. C'était jamais sec chez nous. Il n'y avait pas la poussière. Maintenant, quand ils arrivent là-bas, sa maman lui dit un jour. Donc, ils aménagent comme maintenant. Sa maman dit, hé, ma fille, les conditions qu'on vit ici, j'espère qu'un jour, on sera dans de bonnes conditions. Tu sais, parfois, je me demande, comme je suis comme ça, j'ai fait tellement d'efforts pour toi. Si un jour je meurs, tu vas faire comment? Elle dit, hé, maman, tu ne vas pas mourir? Elle dit, non, parfois je me demande entre nous deux là, si moi je meurs, toi tu vas faire comment? Et puis elle dit, bon, si toi tu meurs, moi je vais faire comment? Elle dit, parfois je me demande, la vie que je t'ai offerte, si ma fille, tu n'as pas mérité ça. J'ai regardé ton papa, la façon qu'il me disait, mets au monde, mets au monde, mets au monde. Je me suis toujours demandé, pourquoi il m'avait dit de te mettre au monde? C'était pour m'abandonner comme ça. Les types, c'est comme s'ils m'ont amené la malchance dans la vie. Donc, je ne me suis plus jamais en sortie. Aucun beau gosse ne m'a jamais encore vu. Il dit, hé, maman, ça c'est quelle conversation? Il dit, non. Pourquoi je me demande si je meurs? Toi, tu vas faire comment? Bien sûr, toi, tu meurs, moi, je vais faire comment? Elle dit, on ne va pas mourir, maman. Dieu va me bénir, je vais étudier. Quand je vais grandir, j'aurai l'argent. On va bien vivre. Papa, il aura honte. C'est passé. Mais sa maman était de plus en plus malade. Elle piquait de plus en plus des crises. Elle n'a pas l'argent. Elle part dans les dispensaires, les petits trucs du quartier et tout ça. Elle a étudié comme ça. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier dans une église. Et dans cette église-là, elle a rencontré qui? Elle a rencontré une dame qu'on va appeler Yajina. Yajina, c'est une jeune femme, hein? Donc par rapport à elle, c'est une grande sœur. Elle a rencontré Yajina, et puis elle a rencontré Kriska. Kriska, c'est sa copine de son âge. OK? Donc elles se rencontrent, elles deviennent des amies de l'église et tout et tout. Dieu lui a fait grâce. Quand elle a eu 18 ans, elle est passée en dernière hein, pour présenter le bac. Un jour, elle voit son téléphone sonne. Allô? Oui, allô? Lydia? Oui. Oh, c'est moi, Betty. Elle dit, Betty? Elle dit, oui, Betty, ta grande sœur. Oh, il y a Betty. Elle dit, oui, oui, c'est moi. Ça va? Oh, ça va? Ah, je t'appelle parce que j'ai eu le bac hein, et tout ça. Donc, je suis en train de fêter mon baccalauréat. J'ai fait l'anniversaire, la fête de mon bac. Donc, je voulais t'inviter. Moi, je sais que tu existes. Chez nous, nous tous, on sait. Papa nous a toujours dit, même maman sait, qu'on a une petite sœur là, Lydia, et tout ça. Les choses des parents, ça ne nous regarde pas. Moi, je voulais t'approcher. Tu es ma petite sœur. Je veux qu'on se voie en ville. On parle, je t'invite à ma fête. Elle a vu ça comme les dieux nous sont tombés sur la tête. Elle a dit à sa maman dit, ah, la fille a Betty dit, la fille de papa. Maman dit, va la voir d'abord en ville. Elle est partie, ils se sont rencontrés vraiment au shawarma. Là, on voit les shawarma là. Ah, ça va et tout ça. Et elle a dit, Kabibi, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait du bien. Ça m'a... Elle ne peut pas expliquer. C'est comme si on m'a reconnu. Toute ma vie, j'ai grandi avec leur nom. Ils étaient prioritaires. L'enfant des riches, l'enfant de papa m'a appelé. On a fait c'est toi et tout ça, tu vas boire quoi? Je l'ai regardé comme la télévision. Elle m'a dit, moi, c'est Betty et tout ça. Faut pas suivre des choses des mamans. Papa, il était jeune, on peut comprendre. Ça s'est passé pas bien avec maman. Mais maintenant, nous sommes des enfants, on doit être réunis et tout. Ça sert à quoi? Papa, il a vécu toute sa vie avec maman. Toi, tu n'y es pour rien. Elle a dit, Kabibi. Je dis, ouais.
Donc, papa des enfants qui ont des bons cœurs. Il a dit, je te donne les numéros de mon petit frère, il s'appelle Danny. Gabi, il est un peu plus difficile, hein, le grand frère, mais Danny, il est très cool. Tu verras, tu pourras l'appeler et patati patata, sens-toi à l'aise. Moi, je t'invite hein, à ma fête. Je veux que tu viennes. Il y aura nos tontons, il y aura hein, les gens de la famille des papas. Parce qu'elle ne connaît même pas ses oncles paternels. Elle prenait l'argent au coin des rues. Bon, Dieu commence à agir, non? Elle est rentrée chez eux, elle a expliqué à sa maman a dit, ah, que Dieu soit loué, tu vas aller à la fête, mais la fête là, ne mange pas, ne bois pas, ne t'assois pas, ne paye pas, parce que la femme là, j'ai tout. Elle te déteste, elle te déteste. Donc, c'était trop honteux pour elle que son mari fasse un enfant dehors. La fête n'était pas hein, dans la maison de Gétou, la fête était dans une salle, c'était en dehors. Donc, elle est partie à la fête, elle a vu la maman là, donc elle a dit, tu vois les gens des mamans que pour venir même lui dire bonjour, tu te demandes c'est une bonne idée ou pas. Bonjour, maman. Donc, elle a répondu seulement comme ça. Donc, tu ne sais pas si c'est sort ou c'est oui. Elle a regardé à côté. Parce que c'est sa fille Betty. Betty avait déjà dit. Donc, à la fête là, son papa l'a ignoré comme si hein, il ne la connaît même pas. Mais elle était à la fête. À la fête, c'est là qu'elle a vu que Betty lui a présenté. C'est là, c'est le petit frère de papa. Hein. C'est tonton. Hé, tonton, hé, tout ça. Elle cause avec tonton, félicitations, Betty, et tout ça. Elle, c'est Lydia. C'est comme ça que Betty l'a présenté. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Donc, tu es stressé à la fête. La fête est passée. Elle est sortie de la fête, là, les contrats étaient terminés, non? Donc, elle les a vus. Est-ce qu'elle avait pris les numéros de tonton? Elle n'a pas pris leur numéro. Elle n'a pas pris leur numéro. Elle est partie seulement à la fête. Donc, quand elle rentre, elle est contente. Ah, Betty quand même m'a reconnue. Maintenant, la Betty, là, c'est quel genre? Je dois commencer à l'appeler. Je ne dois plus l'appeler. C'est comment? Donc, je reste à sa disposition. Mais à la fête, elle a quand même causé avec Gabi et Danny, son frère. Mais effectivement, Danny était le plus cool. Il a quand même fait causer. Un garçon, bon, il a fait causer. Et puis, elle est rentrée chez eux. Ah, sa maman était contente. Ah, tu commences à te reconnaître. Ma maman ne m'a pas reconnu. Il m'a fait semblant. OK. Ce n'est pas grave. Elle continue. Betty ne l'appelle plus. Même pas de messages. Bon, sa maman lui avait dit que regarde de loin. Parce qu'on n'a pas compris les jeux qui s'est passé là-bas. Pourquoi ils t'ont appelé? Regarde de loin. Donc, elle reste aussi dans son coin. Betty, après 4 mois, elle lui a écrit encore un message. Oh, elle est partie à l'université et tout. Ah, moi aussi, je suis là, je prépare mon bac. Elle a présenté son bac. Elle a eu son bac. Quand elle a son bac, 2 mois après, elle apprend que Betty est morte. Betty, là, la fille de son papa, elle est décédée. Oh, elle était malade, si elle a piqué une crise, elle est morte. Ah, le deuil. Et elle venait d'avoir le bac. Ça lui a fait mal. Donc, elle savait qu'elle ne va jamais fêter son bac. Déjà, et puis Betty, c'était la plus gentille. La Betty, là, est morte, c'est moi comme ça. Elle a dit à sa maman, on doit aller au deuil. Sa maman a dit, moi, je ne vais pas au deuil, j'ai tout la famille tapée. Je ne peux pas aller. Toi, comme tu es déjà parti une fois, tu peux aller au deuil. C'est comme ça qu'elle a pris son amie Kriska de l'église. Elles sont parties au deuil de son papa. Quand elle arrive, elle connaît au moins 2-3 oncles qu'elle avait vus à la fête. Elle est partie leur dire bonjour, ah, bonjour et tout ça. Maman, j'ai tout là quand elle a vu. Elle a commencé à pleurer. Injustice, injustice. Comment mon enfant, moi, est mort. Mon enfant, moi, est mort. L'enfant inutilisé. Au deuil scandale. Elle a commencé à pleurer que comment Lydia est vivante. Au lieu que ce soit Lydia qui meurt, c'est sa fille à elle, Betty, qui va mourir. Patati patata. Les oncles ont dit, mais toi, tu as les deuils, tu ne peux pas pleurer des choses comme ça. Tu ne peux pas mélanger les choses. Elle criait que Dieu, c'est injuste. L'enfant qui mérite la vie, c'est l'enfant qui est parti. L'enfant qui mérite la vie, les gens étaient scandalisés. On lui a dit de partir du deuil. Les oncles lui ont dit, sors du deuil ici. Elle est rentrée chez eux avec son amie. Elles ont eu peur. Elles sont rentrées. Maintenant, l'église, c'était le lendemain. Elle voulait aller à l'église. Elle a dit à sa maman, on parle, sa maman a dit, la façon qu'on t'a pleuré déjà là, que c'est toi qui devais mourir. Maintenant, moi, je vais aller chercher quoi là-bas. Si tu veux, tu pars encore avec ton ami. Comme c'est l'église, il y a beaucoup de gens. La maman aura beaucoup d'émotions, elle ne va pas te voir. Toi, hein, pas rendre hommage à ta soeur. Donc, elle est partie à l'église. Il y avait du monde. Du monde que tu entends du monde. Le papa est connu. Des luxe, de qualité. Corbillard cher.
Elle a dit, ça m'a fait mal. J'ai pleuré la Betty là. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et quand j'ai vu seulement maintenant, les gens commencent à partir au cimetière, les voitures sont calculées. J'ai dit, ah, on rentre. On est rentré avec Riska. Donc, on a enterré Betty. Le deuil est passé. Bon, les oncles là, ils sont indifférents. C'est pas comme s'ils veulent une relation avec toi. Ils t'ont vu, maintenant, c'est quoi? C'est fini, non? Donc, elle est rentrée chez eux. Quand elle rentre chez eux, il n'y a plus de relations. Le garçon là, Dani, il l'appelle jamais. Chez eux, il y a du deuil. Déjà, ça s'est mal passé. Quand on l'a vue, elle, c'est comme si elle est la remplaçante. Betty, c'était la seule fille de la maison. Donc, elle reste dans son coin. Son papa, du coup, il lui a rien donné pour le bac. Il a dit, il va pas payer l'université. Il n'a pas d'argent. Il vient d'enterrer Betty. Donc, elle reste. Hein. Sa maman commence à se débrouiller pour la mettre à l'université. À l'université, là, elle part étudier banque et finance. Donc, elle avait fait, au bac, elle a fait lettres. Elle a fait les lettres. Quand elle termine son bac des lettres, là, elle dit, elle veut faire banque et finance. Ça sera beaucoup, elle aura l'argent. Elle part, elle s'inscrit là-bas, elle commence à étudier. C'est très difficile. Elle ne s'en sort pas. Elle ne comprend pas les cours. Donc, elle fait une année. Elle dit, je ne peux pas continuer dans ça là. Je ne me retrouve pas. Il faut que je fasse quelque chose que je maîtrise. Donc, elle quitte banque et finance. Elle part faire secrétariat de direction bilingue. Donc, elle doit parler anglais. Elle part, elle s'inscrit là-bas. Quand elle s'inscrit, elle part, elle tombe sur une enseignante qui, elle est congolaise de Kinshasa. On va l'appeler Tantine Sabine. Tantine Sabine, elle habite là-bas, elle a étudié, elle enseigne là-bas, c'est la dactylo, c'est quoi là-bas. Quand elle la voit, normal et tout ça, donc c'est une maîtresse assez gentille et tout ça qu'il apprécie parce qu'elle la trouve intelligente. Elle a fait les lettres. Donc, vous comprenez qu'elle est dans les cours de secrétariat là-bas, donc elle est rapide, elle écrit bien et tout ça. Donc, Tantine Sabine, fanatique d'elle. En tout cas, elle excelle dans son cours, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Tout ce temps-là, elle prie toujours dans l'église avec les Kriska. Elle est déjà devenue sérieuse, pas des piétinements, pas des copains. Sa maman se bat avec les miettes d'argent qu'elle a pour payer l'école. Donc, le jour de la première année de secrétariat, quand elle a terminé, les jours où on doit proclamer, on dit qui va monter, qui va continuer, tout ça, les jours des remises des diplômes. Elle se réveille le matin, maman, moi je pars, oh, moi j'aime pas l'argent et tout. Prends seulement l'argent des bus ici. Quand tu pars, tu vas revenir et tout, on va voir ce qu'on peut faire. Je peux t'acheter même un sucré quand tu reviens. Ah, elle part, elle est contente, elle sait que elle va voir maman, elle va appeler aussi son papa parce qu'elle a déjà grandi. Elle les téléphone, elle lui gratte un peu les 10 000, les 20 000 et tout ça. Donc c'est ça son mode de vie. Quand elle arrive là-bas, on l'appelle. Donc à peine elle est partie à 8 heures, à 9 heures on l'appelle. Oh, tu es où? Je suis partie prendre mon diplôme. Oh, il faut que tu reviennes ici. Ta maman est tombée. Ta maman a piqué une crise, elle est tombée. On l'a précipitée au dispensaire du coin. Donc, elle revient. Oh, elle arrive au dispensaire. Oh non, on l'a changé, on l'a amenée au CHU parce que les gens du dispensaire ici ont dit que ce n'est pas leur cas. Elle court au CHU. Quand elle arrive au CHU, là-bas, c'est déjà 10 heures. On lui dit que sa maman est dans les comas. Sa maman ne se réveille plus. Maintenant, sa maman ne se réveille plus, il faut payer. Si vous voulez qu'on fasse des scanners pour savoir pourquoi elle ne se réveille plus, elle dit, toi-même, tu connais les soins du Congo. La façon que maman était pauvre. Et moi aussi, j'étais étudiante. Tout son argent, elle me payait l'école, les transports et tout ça. On avait trouvé l'argent. Même pas 50 000 d'économie. Donc, elle commence à téléphoner. Elle a téléphoné une amie là à sa maman qui avait un peu plus. Elle a téléphoné son papa. C'est comme ça que les papas, là, le temps qu'ils arrivent, les manœuvres, elle est arrivée déjà à 10 heures, le temps d'avoir l'idée. L'enfant de l'ami est venu avec 100 000 francs. Le temps qu'on a payé, on a dit, OK, ça, on peut faire les scanners, patati, patata. Le temps que le papa arrive, à 13 heures, sa maman était déjà décédée. Elle a dit, quand sa maman est décédée, c'est comme si la vie s'est arrêtée. Sa maman décède, elle a à peine 20 ans, 21 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a dit, tu as déjà senti l'injustice. Je dis, non seulement on souffre. Maintenant, la souffrance là, elle décède, elle me laisse avec qui? Ou avec quoi? Elle dit, tu connais quand on dit que quelqu'un est mort, il n'a rien laissé. Même pas un habit que tu peux vendre. Même pas un bijou Madiaba, même une petite chaîne en or. Hein, comme au Congo, là, les gens portent l'or. Même pas ça. Même pas une babouche qui peut coûter même 20 dollars. Rien de rien que maman, elle avait rien. Son investissement, c'était moi. Moi, là, je n'étais pas sa peur. Moi, l'investissement que j'étudie, on mangeait la bouillie,
Parfois, on mangeait le manioc seulement avec quelque chose, un peu de piment. C'est ça qu'on mangeait chez nous. Avec maman, on se lavait dans les seaux. Mais toujours système qu'un petit savon quand même un peu bien, que tu sens un peu bon. Elle dit, chez nous, on était des pauvres. Et ça, là, c'est avec l'argent que j'ai parti manger chez papa. Hein. Parce que quand elle est tombée malade, il fallait m'acheter ces petits médicaments. Elle a dit, j'ai pleuré. Papa est parti. Quand il est parti, elle a appelé les amis de sa maman, les pauvres là. Ils sont venus. Il n'y a pas la place pour pleurer. Là où ils louaient là-bas, le propriétaire a dit, ah, vous me regardez la parcelle ici, vous allez pleurer où? Elle a dit, là où ils habitaient, ils ne pouvaient même pas venir exposer le corps de sa maman dans les terrains marécagés là. Ce n'était pas possible. Quelle voiture va porter le corps pour arriver jusqu'à leur parcelle? Il n'y a pas la honte. Elle a dit, bébé, ma mère, elle est décédée. Il n'y avait pas la place où la pleurer. C'est l'ami d'une connaissance à maman. Hein? Donc, la connaissance là, elle a vu que mon amie est morte. J'ai une amie qui a quand même un terrain, une place où une voiture peut arriver avec un corbillard. Parce que là où ils habitaient, la voiture ne passe pas. Ça m'embête. Donc, on est parti pleurer sa maman dans une parcelle qu'elle ne connaît pas. Elle a de la pauvreté, c'est la malchance. Le deuil de ma mère, il y avait les 13 personnes, les 20 personnes, les pauvres ne se soutiennent pas. Non seulement ce n'était pas chez nous, on est parti la pleurer dans un autre quartier, ces amis pauvres là, ils ne savent pas où se trouve l'adresse. Bon, et puis ils n'ont pas envie aussi de venir, c'est loin, ils n'ont pas de tickets. Elle a dit, les deuils de ma mère, tu pouvais les compter. Elle a dit, tout ça, ça me faisait mal. J'ai pleuré. Au deuil, l'enseignante là, Madame Sabine, Tantine Sabine, la Congolaise de Kinshasa, la Zaïroise, elle est venue au deuil parce que là, après, toi, tu n'es pas venu prendre les diplômes comment? Tu avais bien étudié. Oh, sa main est morte. Elle est venue. Et Kriska, elle est venue avec sa maman. Sa maman, c'est maman Mireille. Maman Mireille et Kriska sont venus au deuil. Et tout ça, Kriska, c'est l'amie de l'église. Donc, vous comprenez que sa maman, on l'a enterré vite fait. Sans cercueil, sans quoi. Donc, l'argent racolé ici, c'est les gens du quartier qui ont cotisé. Donc, la honte sur la honte. Son papa était venu une fois au deuil. Il n'est pas venu pour payer. Il est venu seulement faire des tours. Oh, maintenant, comme elle est morte là, on m'a dit que tu habites là-bas, si ça m'a loué, quand là-bas, il n'y a pas la route. Maintenant, tu vas faire quoi? Elle dit, ton papa, biologique, qui a l'argent, à Pointe-Noire, il te demande, hein, maintenant, tu vas faire quoi? Elle a dit, je ne sais pas. Il a dit, parce que moi, je ne sais pas ce que je peux faire de toi. Moi, je n'ai pas la place où t'es maître. Elle lui a menti. Elle a dit, à ce moment-là, je lui avais menti parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est que je ne pouvais pas payer la maison. Et lui, il m'informait qu'il ne pouvait pas payer pour moi la maison. Je lui ai dit, je ne sais pas. Je vais demander, peut-être je vais aller chez mon ami Kriska. Parce que c'était vraiment mon ami. Donc, au deuil, Kriska a entendu comment papa me demandait. Elle est partie demander à sa maman, Mireille, maman, est-ce que Lydia peut venir habiter chez nous? Sa maman a accepté. Au deuil, parce que son papa lui a posé la question et sa copine a entendu. Elle dit, tu t'imagines un peu. Donc, j'avais les soucis de maman, les soucis de je vais devenir quoi? Ah, on enterre maman, elle part sortir des choses de chez elle, ça n'a même pas de valeur, elle ne peut même pas vendre ça. Elle part habiter chez les Kriska. Maman Mireille lui dit, ici, sans toi chez vous. Parce qu'il a connu, c'est une enfant de l'église. Sans toi chez vous, manger, tu vas manger, dormir, tu vas dormir. Mais, en tout cas, pour les études, c'est compliqué. Je ne saurais pas, ma fille. Je ne saurais pas. Je ne peux pas accepter quelque chose pour que demain, je commence à bouder. Habite seulement. Tu as déjà fait une année d'études des banques et finances. Là, tu viens de faire une année secrétariat. C'est quand même quelque chose. Donc, bats-toi. Elle reste. Maintenant, maman Sabine, l'enseignante zaïroise, voit qu'il y a la réinscription. Oh, l'enfant ne viendra pas étudier. Elle appelle. Toi, Lydia, tu ne viendras pas continuer les études. Elle a dit, mais je vais payer ça comment? Là où j'habite, c'est chez les Kriska déjà. Je suis contente, j'habite gratuitement. Qui va payer pour moi? Ça m'a dit un peu pas que je cherche le travail. Elle dit, non, 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 non. Toi, tu brillais, tu étais parmi mes élèves intelligents. Je vais aller demander pour toi si tu peux étudier. Ma Sabine est partie.
dit que non, l'enfant là, on a dit, écoutez, madame, si vous voulez, vous pouvez la déclarer comme votre enfant. OK? Parce que toi, comme tu es enseignante ici, tu as une petite réduction. Mais par contre, si on va dire si les frais universitaires, c'est 1000 euros, toi, comme tu es enseignante, c'est 600 euros. En tout cas, les 600, tu dois les payer. L'enseignante l'a accepté. On a commencé à lui enlever ça de son salaire. Une Zaïroise qui est venue se chercher. Tellement elle voulait seulement que j'étudie. Elle a dit qu'à Bibi, on a déduit dans son salaire pendant 2 ans. Maintenant, quand elle a fait ces gestes-là, maman Mireille, la maman de Kriska, chez qui elle habitait, lui a dit, je vais te payer le bus. Donc, elle habitait chez les Kriska. On lui payait les bus par sa maman. Donc, la maman de Kriska l'a logée, la nourrissait et lui payait les bus. Et la maman zaïroise, l'enseignante, avait accepté qu'on enlève dans son salaire. Elle a dit, tu as déjà vu des choses comme ça. Tu as vu comment Dieu peut être responsable de ta vie. Papa vivant, pendant les 2 ans là qu'elle étudie, la femme de son papa est décédée. La femme là, j'ai tout. Elle est morte. Oh, elle a piqué une crise cardiaque. Elle est décédée. Bon, malgré qu'elle est décédée, le papa n'est pas venu. Elle dit, il y a des hommes, ils font des enfants pour rien. C'est un homme qui voulait que maman m'accouche. Fais-moi un enfant, fais-moi un enfant. Malgré que sa femme est décédée, il n'est pas venu prendre soin de moi. C'est quand sa femme décède qu'un jour, son frère Danny, le petit là, l'appelle. Oh, moi, je t'appelle pour te dire que moi, j'ai pas de problème avec toi. Moi, je ne t'en veux pas. On a grandi séparés. C'est peut-être la volonté des parents. Mais moi, je sais qu'au fond de mon cœur, je sais que j'ai une sœur. Patati patata. Elle a dit, moi, je ne t'en veux pas. Je vais t'en vouloir qui a quoi? C'est ta maman qui ne m'aimait pas. Bon, je peux comprendre. Moi, je suis chrétienne. Elle dit, moi, Kabibi, moi, ma force, c'est que j'ai un cœur pur. Elle dit, toi, mon père, je ne lui en veux pas. Même cette femme-là, la maman, j'ai tout là. Je ne lui en veux pas. Je dis, mon frère, ne te dérange pas. Moi, je vis Dieu, me fait grâce. Donc, elle a étudié comme ça, elle a terminé. Quand elle termine, elle a 22 ans, elle est très contente, elle commence à chercher les boulots. C'est le Congo. Si tu n'as pas la connexion, on ne va pas t'embaucher. Cherche les boulots. Elle n'a pas trouvé le boulot. Elle est partie trouver le boulot dans un kiosque. Kiosque où on vend les newspapers, on vend les journaux. Bon. C'est ça qu'elle a trouvé pendant qu'elle est secrétaire bilingue. Elle commence à vendre les journaux. Quand elle termine, pendant qu'elle vend les journaux, là, elle est tellement exposée. Il y a les dragueurs, les bons tontons tout frais qui passent là-bas. Parce que notre maman, elle est très mignonne, hein? Et elle est propre, maniaque. Même sur son corps, tu vois ça. Elle dit, tu vois, moi, les gens ne pensaient jamais que la vie que j'avais, en fait, quand elle passe sur la route, tu peux voir c'est l'enfant des riches. Et c'est vraiment vrai, au moins 6 photos. Tu peux voir que c'est l'enfant des riches. Alors qu'elle a dit, j'ai toujours grandi dans les coins perdus. Ma mère m'a acheté toujours les petits savons, les petites crêpes. Donc, j'ai appris à m'arranger seulement dans les mauvaises conditions là. Elle dit, Mara Kabibi, moi, je sais qu'on appelle les masques de richesse. Elle vendait dans les kiosques. Les bons tontons là viennent la draguer et pensent qu'elle est Sisiki, alors qu'elle habite chez les gens. La famille de sa mère, elle les fréquente pas, même si elle les connaît quelques-uns. Parce qu'elle ne s'entendait pas avec sa maman. Et les autres là de son père, elle connaît 2 ou 3 ans qu'elle avait vu une fois à la fête et l'autre au deuil. C'est fini. Il ne la cherche pas, il s'en fout. Bon, elle habite là-bas. Les bons tontons draguent, les bons tontons draguent. Elle vient tomber sur un qu'on peut appeler Franck. Franck, c'est un bon tonton, mais un jeune garçon qui n'a pas de femme. Franck la drague, elle accepte. Elle dit, je ne sais pas pourquoi je l'avais choisi. Je l'avais choisi seulement pour rien. Bon, il n'était même pas le seul célibataire. Hein. Il y avait plusieurs célibataires, mais j'ai accepté. Il avait un bon travail, il avait la voiture et tout ça. Il commence à se fréquenter avec Franck. Il a des projets, je vais t'épouser, je vais t'enlever de cette vie-là, tu habites chez les gens, patati patata. Elle a dit, comme Franck l'a dépanné à l'époque, elle a pris son logement. C'est pas lui qui a pris pour elle, c'était son projet. Elle a quand même habité chez les Kriska longtemps, donc elle prend son logement. Elle commence à sortir avec Franck, elle habite chez elle dans un petit studio. Et c'est 25 000, 30 000, elle habite. Franck vient la voir, Franck et tout ça. Franck à la maison. Ils se sont fréquentés peut-être 7 ou 8 mois.
Donc, il décide que non, arrête de payer, viens habiter chez moi. Elle a dit, c'est même Franck qui est venu avec sa voiture, mais déménager. On a déménagé mes affaires. J'étais au travail. Quand je rentre, je pars directement dans la maison des mariages. Quand elle arrive là-bas, il piétinait déjà avant qu'il vienne prendre ses affaires. Elle arrive, elle fait seulement 2 mois. Franck commence les crises. Oh, comment je te piétine tous les jours, tu n'es pas enceinte. Elle a dit, ma Kabibi, 2 mois, 2 mois. Je dis, pardon? Hé, hey, comment tu n'es pas enceinte? Hein? Moi, je ne peux pas m'engager avec une fille qui ne met pas au monde. Hein. Toi, la façon qu'on piétine dans cette maison tous les jours, toi, tu es quelqu'un de me dire, j'ai des retards. 2 mois déjà sont passés. Donc, j'ai travaillé, bossé comme ça pendant 2 mois. Gratos. Et elle a dit, maman Kabibi, il a commencé à me mettre mal à l'aise que, même pour manger la semoule, je répète ce qu'elle m'a dit. Il y a un peu moins de grossir. Parce que quand tu trouves une situation, tu commences à prendre les poids. Mal à l'aise. Et tu manges ma nourriture. Et le bébé, il n'y a pas. Un garçon. Ah, ça a commencé à la déranger. À l'époque, là, Yajina, la grande de l'église, était partie à Brazza. Donc, elle appelle Yajina. Yajina, les garçons de Franck que je te dis que j'ai aimé, elle dit, mais non, toi, tu as fait 2 mois. Pourquoi les garçons te stressent? C'est même ça qui va te stresser, qui va faire que tu n'auras pas la grossesse. Ah, Yajina. Donc, elle racontait un peu ses histoires à Yajina. Elle reste comme ça. 4 mois après, Dieu fait grâce parce qu'elle a dit, ma Kabibi, moi, à 2 mois, ce n'est pas de mariage, c'est concubinage, j'habitais chez lui. À 2 mois, j'ai commencé les prières des désespérés. Oh Dieu, donne-moi la grossesse, pardon. Seigneur, donne-moi la grossesse. Les garçons ici, là, les moyens. Il m'a aimé, il m'a mis dans sa maison. Seigneur, bénis mon ventre. À 2 mois de relation dans sa maison. À 4 mois, Dieu a béni les ventres. Elle est tombée enceinte. Elle était tellement contente. Elle travaillait. Elle travaillait. Je crois qu'elle travaillait tout. Elle travaillait quand elle est tombée enceinte. Elle tombe enceinte, la grossesse fait 1 mois. Fait 2 mois, ça commence à la taper. Il lui dit arrête les boulots. Quand elle arrête les boulots, ce mois-là, elle voit qu'elle commence à lui demander l'argent. Donne-moi l'argent des tissages, donne-moi l'argent des comme si, parce qu'elle n'avait pas d'économie. Oh, lui, il vient un soir comme ça, il s'assoit. Oh, maintenant, moi, je vois que depuis que tu ne travailles pas, moi, j'ai calculé mon salaire. Ça ne va pas suffire pour nous deux. Hein. Le salaire, là, ça ne va pas suffire pour nous deux. Quand maintenant, je calcule que tu vas encore mettre au monde, ça va m'ajouter la charge. Comment je vais faire? C'est mieux que tu avortes. Elle dit, ah? Elle dit, non, non. C'est mieux que tu avortes. Parce que toi, ça fait seulement 2 mois que tu ne travailles pas. La façon que tu me pèses. Maintenant, j'imagine quand tu auras un enfant ici, on ne va pas s'en sortir. Donc, tu vas avorter. Elle dit, mais je vais avorter comment? Non, tu vas avorter. Tu vas avorter. Menace d'avortement pendant une semaine. Ça l'a dépassé, elle était perturbée. Elle a dit à Yajina, Yajina dit, mais le garçon là, il est fou. C'est pas lui qui voulait te tuer que tu... Elle a dit, Majina, je suis enceinte, elle a dit que j'avorte. Tellement qu'elle avait la pression, elle avait déjà perdu son petit boulot de kiosque, elle dépendait de lui. Elle a dit, Kabibi, j'ai accepté. Quand elle accepte, on lui donne les comprimés. Ce n'est même pas l'hôpital. Yajina s'est fâchée. Il t'a donné quel comprimé? Oh, je ne sais pas, il m'a donné seulement. Quand elle a vu ça, les contractions, elle a dit, maman Kabibi, la grossesse est sortie à la maison. La souffrance, la douleur, Comme par hasard, Yajina, elle est venue à Pointe-Noire. Elle est venue faire ses affaires. Quand elle vient cette semaine-là, j'avais avorté à la maison. J'étais malade. Elle m'a dit, mais ce n'est pas normal. Tu es sûr que c'est sorti? J'ai dit, c'est sorti. Moi-même, j'avais vu aux toilettes, c'est sorti. C'était combien? Oh, c'est 3 mois. Yajina l'a porté, l'a amené à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, on branche comme ça. Tcha, 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 tcha. Les choses qui sont restées dans les ventres, les cailloux, les saletés, les tout. Donc, à l'hôpital, il fallait payer l'argent. Yajina a payé presque 150 $, 150 €, pour qu'on l'arrange le ventre. Yajina s'est fâchée, elle a parlé, elle a grondé, tout, tu es bête, pourquoi tu joues ces garçons-là? Ils t'aiment pas, comment un garçon peut réfléchir? C'est un gamin et tout ça. Elle a dit ça, l'a énervé, surtout qu'à l'hôpital, on lui a dit que son ventre allait pourrir, des choses comme ça. Elle a dit, mais déjà, lui, il a beaucoup joué avec moi. Il m'a dit, vous voulez un enfant? J'ai fait l'enfant, il m'a dit d'avorter. Donc, c'est terminé. Quand elle se fâche là-bas que c'est terminé,
Yagina lui dit, viens, on part à Brazza. Parce qu'elle n'a pas où aller. Elle va aller habiter chez qui? Donc, avec Yagina lui paye les tickets, elle partait à Brazzaville. Quand elles arrivent à Brazzaville, il n'y a pas, elles arrivent chez Yagina. Elles commencent à habiter là-bas. Mais Yagina, c'était une sœur de l'église. Donc, la relation, c'était à l'église. Elles ne sont pas proches. Bon, habiter là-bas, elle a dit, Yakabibi, ça m'a fait mal à l'aise. J'étais seulement mal à l'aise dans sa maison. Tu vois, il y a des gens, il faut les connaître seulement de loin. Il faut les connaître seulement de loin. Quand vous commencez à habiter ensemble, tu sens que la relation devient lourde. Yagina l'a amenée à l'église là-bas de Brazzaville. Donc, elle part à l'église de Brazzaville, elle commence à fréquenter l'église de Brazzaville et tout. Bon, elle voit que ça ne donne pas. Elle cherche le boulot à Brazzaville, ça ne donne pas. Elle ne se retrouve pas. Elle a tapé comme 7 mois, 8 mois, elle a patrouillé tout Brazzaville, pas de boulot. Ah, elle va faire comment? Elle a appelé Kriska. Quand elle rentre, elle appelle Kriska. Kriska lui dit que non, Kriska a déjà quitté chez eux. Chez les Kriska, tu vas habiter peut-être 2 ans, 3 ans. Tu vas retourner encore seulement chez les Kriska, c'est devenu l'abonnement. Et après, Kriska, oh, ici à Brazza, ça ne va pas et tout ça. Kriska lui dit, ah, moi, dans ma position aussi, là où je suis aussi, je suis chez un gars là, j'ai un fiancé, j'habite, tu viendras habiter comment? Attends, j'appelle d'abord Ivana. Maintenant, maman Ivana, c'est l'amie de Kriska. Bon, c'est une fille qu'elle a connue quand elle allait à l'école, quand elle était petite. Quand elle avait les 15-16 ans, elles ont étudié avec Ivana. Mais dans la vraie vie, quand elles ont grandi, Ivana est l'amie de Kriska. Donc, c'est l'amie de mon ami que j'ai eu à connaître, en vrai. Elle cause avec Ivana. Ivana accepte. Ah, elle a quitté Brazza parce qu'elle était trop mal à l'aise chez Maman Gina. Elle sentait que ce n'était pas sa place. Donc, elle quitte Brazza. Maman Gina lui paye les billets. Elle vient à Pointe-Noire chez Ivana. Elle se dit, Pointe-Noire, je connais quand même, j'ai grandi ici. Je vais avoir plus de chances de boulot. Elle part habiter chez Ivana. Chez Ivana, là-bas, elle ne trouve pas de boulot. Elle trouve des petits trucs ridicules. Ça veut dire que le petit travail qu'elle a trouvé, elle a dit, j'étais prête à tout pour partir parce que Ivana, normalement, ce n'était pas mon amie. Donc, elle a trouvé un travail, on va dire peut-être, c'est payé 50 000 francs. Et elle a trouvé un appartement à 35 000. Maintenant, il fallait payer les cautions, les garanties. C'est Kriska et Ivana qui ont pris pour elle la caution et la garantie. Et ils ont payé pour elle le premier mois. Elle dit, imagine, ce sont des filles comme toi qui commencent à t'aider à payer ton loyer. Ça fait genre honte. Donc, elle est partie, elle avait un travail, un petit travail. Donc, ses amis ont commencé à payer sa maison. Le travail là, elle a travaillé comme ça, c'est pendant 7 mois. Un jour, le patron vient dire qu'il est tombé en faillite. Il est tombé en faillite, il ferme le boulot. Donc, il lui dit ça comme le 1er janvier. Pour lui dire que le 30 janvier, le travail est terminé. Comme c'est là, j'ai rendu les locaux. Moi, je ne peux pas continuer ce business-là. Je me suis arrêtée. Or, elle venait de prendre l'appartement. Qui va payer? Quand elle arrive à la fin du mois, elle est devenue chômeur. Ça veut dire que maintenant, les crises doivent payer et lui donner l'argent pour manger. Elle a dit non, ce n'est pas possible. Elle a encore appelé Yagina. Yagina qui est à Brazza. Yagina lui dit, viens. Elle a pris les trains. Elle a quitté Pointe-Noire. Elle est partie à Brazza. Quand elle arrive à Brazza, Yagina lui dit, non, tu ne peux pas habiter chez moi. Tu vas aller habiter chez une petite à moi. Donc, elle est partie chez la connaissance. Quand Yagina lui dit ça, elle dit, non, Yagina, attends, je vais me débrouiller. Elle a appelé un oncle de sa maman qu'elle connaissait. Elle part chez l'oncle de sa mère. Cet oncle-là, il est malade. Il habite dans un sous-quartier de Brazzaville. Ses propres enfants l'ont déjà abandonné. Ils ne viennent même pas le voir. Donc, elle part habiter là-bas parce qu'elle n'a pas la maison. Elle arrive à commencer à habiter là-bas. Elle s'occupe de lui. C'est déjà donc même... Il a tendance même à faire sur lui. Tu laves sa vaisselle et tu t'occupes de lui et tout ça. Mais elle se bat, elle cherche les boulots. Maintenant, son oncle, il a tendance à parler et mépriser sa mère. Pourtant, elle a grandi qu'avec sa maman. Donc, un jour, il y a des familles là qui viennent, ils ne la connaissent même pas. Ils s'assoient, il commence à insulter sa maman qui est décédée. Ça l'a énervé. Elle a dit, oncle, toi, tu ne peux pas parler de ma mère comme ça. Parce que la personne dont tu parles là, c'est son enfant qui est en train de s'occuper de toi, de laver même ton caca.
Comment toi, tu peux minimiser ma maman comme ça? Et tout ça, ils se sont pris la tête. L'oncle l'a chassé. Devenu vagabond à Brazzaville. L'oncle l'a chassé. C'est comme ça qu'elle est dépassée, elle ne sait pas où aller, la bouche est terminée. Quand la guerre termine, elle rentre encore chez Yajina. Yajina est fatiguée aussi d'elle, non? Yajina commence à... Maintenant, tu vas faire comment? C'est comme ça qu'elle est chez Yajina. Elle appelle encore les Kriska ont déjà payé les loyers. Tu vois pas qu'elle a dit, Seigneur, je t'ai pris, je ne piétine pas, je n'ai pas de copains. Pourquoi je suis devenu comme un clochard comme ça? Patati patata. C'est comme ça que les Kriska en parlaient à l'église. Et notre copine Lydia là-bas, vraiment, à Brazza, ça ne va pas et tout ça. Le pasteur des Pointes-Noires entend. Parce que le pasteur des Pointes-Noires la connaît. C'est comme ça que le pasteur des Pointes-Noires appelle le pasteur de Brazzaville. C'est pour ça que parfois, payer dans les grandes églises, c'est bien. Pas l'église qui est derrière la maison, il y a l'église seulement dans notre quartier, ça s'arrête là. Le pasteur là, il appelle le pasteur de Brazzaville. Oh, mon frère, j'ai une soeur là-bas qui vient chez toi, elle s'appelle Lydia. Il lui raconte un peu son parcours, c'est l'enfant de la maison, elle a une difficulté là-bas, là-bas. Le pasteur dit, oh, il n'y a pas de souci qu'elle vienne. Donc, elle part à l'église dimanche. Le pasteur de Brazzaville l'appelle. Oh, je parlais avec ton pasteur de Pointe-Noire et tout ça. Apparemment, tu as une difficulté, il faut qu'on te trouve un logement. Viens d'abord caler ici à l'église. Elle a dit, Marca Pipi. À l'église, là, j'arrive. C'est un studio. Studio seul, studio. C'est un studio qu'on gardait parfois pour recevoir des pasteurs qui viendront, pasteurs visiteurs, pasteurs comme si. Elle a dit, Dieu a bougé les choses. On m'a donné le studio là. Elle dit, tu vois, l'église est ici. Il y a une parcelle à côté où il n'y a que des gens de l'église qui habitent. Des pasteurs adjoints, des pasteurs comme si, des diacres et tout ça, toute la parcelle. C'est comme si l'église a 2-3 parcelles qui se suivent. C'est une grande église. Je ne vais pas vous dire les noms. Donc, ce n'est pas ICC. Hein. Vous avez comme ça croire que ce n'est pas chez pasteur Ivan. Non, 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 ce n'est pas là-bas. Donc, c'est seulement des églises du Congo, là. Elle part, on la met à l'église là-bas. Donc, on lui a donné les studios. Elle a dit, quand elle est entrée seulement dans l'église, là, comme ça, bam, elle a trouvé un travail. Comme elle est là, elle a trouvé un travail dans une boutique d'habillement, de luxe, où on la paye 100 000 francs congolais. C'est comme 150 €. Donc, elle habite gratuitement et on lui paye 100 000 francs. Ça fait 2 ans qu'elle habite à l'école, à l'église. Elle m'a envoyé ses photos. Bon, quand moi, elle m'avait dans les voices que j'habite à l'église, je pensais qu'elle habitait sous les bâches et tout ça. Elle m'a dit, j'ai mon studio. J'habite dans un appartement, en fait. On peut dire ça comme ça. C'est à l'église, elle habite, ça fait 2 ans. Si je vous montre ces photos, vous n'allez pas croire que c'est elle. Donc, je raconte l'histoire. Elle est propre. Elle est belle. Elle a 29 ans. Elle a vraiment ce qu'on appelle les masques de richesse. Elle dit, Marc, tu sais que moi-même, les gens, parfois, pour m'aider, ils ont les difficultés. Ils croient que je suis très heureuse. Bon, je gagne quand même 100 000 francs. Ce n'est pas beaucoup, mais moi, je ne paye pas le loyer. Donc là, elle est même dans une tontine où elle va gagner 500 000. Mais elle m'a déjà commencé la tontine seulement maintenant parce qu'elle avait beaucoup de dettes, beaucoup de petits trucs à régler. C'est cette année ici qu'elle fait la tontine. Parce qu'elle n'a pas vraiment d'économie, elle doit prendre soin d'elle. C'est une jeune fille accomplie. Elle s'habille bien, elle est propre. En plus, elle travaille dans la boutique, elle est honnête, elle n'est pas voleuse et tout ça. Bon, c'est une boutique privée. Elle a dit, j'ai cherché le travail à Brazza, j'ai trouvé qu'elle est dans la boutique. Et la boutique, c'est la boutique d'un païen. Ce n'est pas la boutique d'un frère de l'église, une soeur. Non, non, c'est quelqu'un qui l'a embauchée, qui l'aime bien comme elle est correcte et tout ça. C'est ça aussi son travail. Comme elle est là, on la drague. Tous les dragueurs sont seulement mariés. Des hommes mariés ou des païens, des gens qui fument, qui boivent, qui partent dans les bars et tout ça. Elle a dit, moi, je suis ferme. Comme je n'ai plus de parents, parce que mon père, là, quand j'étais rentrée à Pointe-Noire, que j'étais partie, que mes amis me payaient la maison, j'étais allée les chercher, il m'a dit, je n'ai rien à faire de toi. Son père lui a dit comme ça, cache, je ne peux rien faire pour toi. Donc, quand il avait dit qu'il ne peut rien faire pour elle, elle ne voit plus la peine de les chercher. Lui-même les conseillers, il ne peut rien faire pour toi. Maintenant, ses frères vont faire quoi pour toi? Rien. Donc, elle est comme une orpheline. Mais elle a un papa vivant qui habite à Pointe-Noire et qui a des moyens. Il s'occupe de ses 2 fils. Il est veuf, il ne connaît plus sa vie. S'il a une copine, s'il fait quoi? Il ne l'appelle jamais, il ne la cherche jamais. Donc, c'est ça sa vie. Elle est venue témoigner la gloire de Dieu pour dire que
des dieux des orphelins, vraiment, il existe. Dieu ne l'a pas laissé. En tout cas, si vous la voyez, elle dépasse même les filles qui sortent avec les bons tontons. Seulement parce que si sur YouTube, on ne met pas les photos des gens. Elle dépasse même les filles qui si je montre sa photo, on n'est pas croire que c'est une fille comme ça qui habite à l'église. Elle est très propre. Et elle sait s'habiller aussi. Bon, elle vend aussi les habits. J'ai demandé, tu es mannequin de ta boutique? Elle a dit non. Ça, ce sont mes vêtements quand je viens au travail. Elle s'habille très propre. Elle a les coups d'œil. Elle s'habille bien. Et c'est très bien parce que ça peut lui permettre aussi de rencontrer quelqu'un de bien. Elle a dit, moi, quand les gens m'abordent, ils croient que je suis l'enfant d'un riche, que j'ai grandi, je ne sais pas où. Elle a dit non. J'ai grandi comme je t'ai expliqué avec ma mère, on a déménagé même 60 fois. Depuis que je suis là, je ne sais pas combien de quartiers on a habité. Des quartiers moins chers. C'est seulement j'ai étudié, comme j'ai fait les lettres, j'écris très bien, j'ai fait secrétariat, j'ai fait bilingue, je parle l'anglais, j'ai fait tout ça. C'est seulement ça, moi-même, je me suis créée. Mais elle travaille dans une boutique avec un diplôme. En Afrique, même quand tu as des diplômes, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est ça aussi son travail. Elle a la foi, elle a l'espérance que Dieu va lui donner un bon mari. Elle a dit, elle regrette même pourquoi elle avait piétiné. Elle avait piétiné à l'âge de 17 ans. Et puis, elle est partie piétiner avec le con là qui l'a fait avorter. Depuis le jour qu'elle était sortie de l'hôpital, elle n'a plus jamais piétiné dans sa vie. C'est à l'époque là, elle avait les 23 ans. Elle venait de finir les études universitaires. Aujourd'hui, elle a 29 ans. Elle vit sa vie de chasteté, des prières. Elle dit, maman, Kaby, avec tous les sorciers qu'il y a à Brazzaville, les fétiches, les loges, elle dit, je ne suis pas dedans. Moi, tous les papas dragueurs de la rue, là, quand tu sors du travail comme ça, ils, ah, ma fille, et tout ça, il est longs yeux comme ça. Moi, je ne les regarde même pas. Je ne les regarde pas. Moi, je veux un bon mari. Je veux que Dieu me donne un bon mari. Elle a partagé cette histoire pour dire à une jeune fille de son âge que c'est possible. C'est vrai qu'il y a la galère, mais Dieu n'abandonne jamais. Elle a dit là, elle se bat pour qu'elle aussi, elle sorte de cet appartement-là, parce que ça doit rester aussi pour quelqu'un qui a vraiment le besoin. C'est pour ça qu'elle cotise son argent, elle met son argent, elle est en train de s'organiser. Elle ne veut pas que son identité soit que j'habite à l'église. Elle a dit, la maison de l'église, là, si ça m'a dépanné moi, ça doit aussi dépanner quelqu'un d'autre. Ce n'est pas devenu mon adresse que je suis venue m'installer ici. Non, 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 non. Je dois me battre pour sortir de là. Ce sera son projet. Elle doit se battre. Je n'ai pas dit qu'elle fait la tontine pour sortir de l'église, mais elle a le projet de sortir de là, la tête haute, bien bénie. Bien bénie. C'est pour dire aux jeunes filles que avec Dieu, tout est possible. Il forge des gens. Elle dit, tu vois, les studios là, c'était pour les pasteurs visiteurs. C'était pour les gens qui viennent, les gens importants. Mais on a pris ça, on m'a donné parce que je n'avais pas où aller et j'ai servi Dieu. J'ai craigné Dieu, même quand j'habitais à Pointe-Noire. Elle a dit, imagine un peu Pointe-Noire. Pointe-Noire, là-bas, il y a Sodome et Gomorre. Il y a l'argent. Il y a l'impudicité comme ça à tout bout des champs. Tu es une jeune fille, on te dérange, on te dérange. Elle a dit, on me dérange. Et c'est vrai aussi qu'on la dérange parce qu'elle est jolie. Elle est jolie. C'est une fille, normalement, si tu la vois, tu vas la draguer. Elle a dit, on te dérange, ma Kaby. Dès que tu prêtes l'oreille comme ça, aventurier, tu prêtes l'oreille comme ça, homme marié, tu prêtes l'oreille comme ça, il veut te piétiner. Tu vas faire avec quoi? Elle dit, je n'ai pas de papa derrière moi. Je n'ai pas une maman. Donc, je suis libre. Elle dit, moi, je peux me mettre debout sur les boulevards, sur les réverbères. Je peux aller danser en boîte de nuit jusqu'au matin. J'ai des comptes à rendre à personne. Personne ne me cherche dans ma vie comme je suis comme ça. Je n'ai pas de tante maternelle parce qu'ils ne s'entendaient pas avec maman. Je n'ai pas de famille paternelle. Donc, moi, je peux faire ce que je veux dans ma vie. J'ai le compte à rendre à personne. Personne n'a besoin de moi sur cette terre. Mais Jésus a besoin de moi. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Pourtant, j'ai toutes les raisons de le faire. Par révolte même que j'ai étudié, je n'ai pas de boulot. Par révolte que j'ai un papa riche qui m'a jeté, qui est vivant, j'ai son numéro, il s'en fout de moi. Par révolte que la vie a été tellement injuste envers moi, la personne dans qui il a investi tout, elle est morte. Moi, je suis restée vivante. Il m'a quand même jeté. Sa femme là est déjà morte. Il ne veut pas de moi. Donc, en fait, c'est lui qui ne veut pas de moi. Elle dit, tout ça, ce sont des blessures qui peuvent pousser quelqu'un à perdre le contrôle de sa vie. Mais elle, Dieu contrôle sa vie parce qu'elle a choisi. C'est pour ça qu'elle a partagé ce témoignage pour dire qu'elle glorifie Dieu. La façon qu'elle a glorifié Dieu dans ce témoignage. Elle glorifie Dieu, elle aime beaucoup Dieu, elle sait qu'il ne l'a pas laissé, il pourvoit. Surtout quand les gens lui disent que tu es bien, tu es comme ça. Elle dit non, vraiment, j'ai un père qui prend soin de moi. En tout cas, c'était le but de son témoignage.
Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci beaucoup de nous encourager toujours dans la foi, de nous encourager, de nous soutenir, de nous redonner l'espoir, de nous booster parce qu'on entend des témoignages comme ça. Il y a souvent quelqu'un qui est dans la faiblesse, quelqu'un qui a envie de tout lâcher, quelqu'un qui s'est donné à la vie des bordelleries, des prostitutions, qui est parti rentrer dans des fétiches, rentrer dans un couple comme ça, te dit viens tenir la casserole la nuit. Tout ça parce que tu fuis la souffrance. Il y a des gens qui ont accepté la souffrance, mais Dieu les a sortis de la souffrance. Chacun à son niveau. Dieu te met à l'aise. Il ne te donne pas les maladies, il ne te donne pas les trucs. Tu es tranquille. Il pourvoit, il donne ce qu'il faut pour toi. C'est pour ça qu'on partage tous ces témoignages ici. C'est pour fortifier notre foi et continuer à montrer que notre Dieu, notre Maître, il est tout puissant et il est capable. On entend des miracles ici sur cette chaîne qui nous poussent vraiment à continuer à croire. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous qui partagez vos témoignages. Les témoignages, je dois bien les écouter, bien les raconter. Donc, il ne faut pas avoir la pression que je te donne mon témoignage, tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas raconter. Non, 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 non. Quand on donne un témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas prendre ton témoignage comme ça, je lis ça, puis je commence à raconter. Ton témoignage, ce n'est pas une histoire banale. C'est une expérience avec le Créateur incréé. Je ne peux pas venir raconter ça n'importe comment. Il faut que je prenne le temps d'écouter, de me concentrer, de prier pour ça, pour venir rencontrer que le message que toi tu veux envoyer touche même une seule personne. Donc, il ne faut pas vous foutre la pression que quand je donne mon témoignage, tu n'aimes pas ça. Moi, je vais aimer ton témoignage en tant que qui? Je vais saboter ton témoignage en tant que qui? Je suis qu'un tremplin pour raconter ton témoignage. Comment je peux écouter ton témoignage? Je dis que ton témoignage, si, hein, ce n'est pas bien, je n'aime pas ça et tout ça, je ne vais pas écouter. Non. Ton témoignage, il faut que je les raconte, mais il faut savoir comment raconter, équilibrer les témoignages. Je ne peux pas raconter les mêmes témoignages qui se ressemblent de tous les jours. Non, il faut équilibrer. Donc, si tu sais que tu as donné ton témoignage, sache que je vais raconter ton témoignage au bon moment, quand ça sera prêt, que maintenant c'est ton témoignage, parce que les jours que ça va sortir, il y a une personne que Dieu a déjà ciblée qui doit écouter ton témoignage à toi. On appelle ça témoignage. On n'appelle pas ça Kabibi Show. Ce n'est pas le show. On témoigne Dieu. Un témoignage, quand il sort, c'est un jour où Dieu sait que ces jours-là, il y a un enfant perdu quelque part. Il y a quelqu'un qui est dans cette situation qui doit écouter. Peut-être les témoignages doivent sortir le 1er avril. Toi, tu veux seulement que je raconte ça aujourd'hui. La personne qui doit écouter ces témoignages-là ne va pas écouter la vidéo aujourd'hui. Tu vois que le témoignage sera perdu. Quand tu témoignes pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour le pasteur Ahmad. Nous sommes là, on anime qui est la chaîne. C'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour que les gens glorifient Dieu. Ce n'est pas pour que moi j'ai déjà écouté. Je peux écouter, dire Amen et puis c'est fini. Ce n'est pas ça le but. Donc, il faut être apaisé. Si vous avez donné vos témoignages, il ne faut pas dire que j'ai vu qu'elle a déjà écouté et raconte pas. J'ai déjà écouté. J'ai même déjà écrit. Mais je n'ai pas raconté parce que je le connais déjà. Et je regarde par rapport à ça, que je raconte d'abord ces témoignages. Ça, je vais raconter tel jour. J'ai des témoignages que j'aime raconter mercredi. Donc, c'est une organisation. Parce que vous voyez qu'elle a déjà écouté mon témoignage, elle ne raconte pas. J'ai même déjà écrit. Donc, alors, Molo, c'est toute une organisation. On n'est pas dans la course. La chaîne ne va pas fermer aujourd'hui. Elle ne va pas fermer demain. Les témoignages, on va les raconter. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre patience, pour vos participations. N'hésitez pas de liker. Nous sommes quand même sur YouTube. Likez les vidéos. C'est très important pour la plateforme parce que ça soit témoignage, que ce soit on parle de Dieu, c'est YouTube, c'est leur société. Donc il faut liker les vidéos, ça serait sympa. Dès que vous entrez, vous likez la vidéo et puis n'hésitez pas de commenter, surtout d'encourager les personnes qui viennent partager leurs témoignages. On glorifie Dieu. Parce que sinon on ne le fait pas, personne ne va le faire. On va insulter seulement les passe-temps. Il a engrossé une femme, passe-temps. Et tout ça, c'est la publicité médiocre de notre Dieu. C'est comme si c'est un Dieu impuissant. C'est le Dieu des passe-temps. Alors que vous êtes là, vous avez rempli des témoignages comme ça, des délivrances et tout ça. Donc, au moins, faisons la différence. Montrons encore à Dieu que c'est encore possible. Il y a encore des gens qui l'aiment, qui ont encore le souci de le témoigner malgré tous les tourbillons qu'on vit, malgré tous les temps de la fin qu'on est en train de subir ici. Il y a des gens qui ont encore la volonté de crier et dire sa grandeur dans leur vie. Merci beaucoup la team, merci à vous tous, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag en rubrique témoignage. Restez bénis, peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.
nzambe na ngai. Na bomoi na ngai lakisa na ngai lisusu bolingo na yo, na tatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, sala na mona yo. Na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai.